Nous sommes dans un système, il faut trouver un biais pour sortir de ce système. Alors de temps en temps, il y en a un, de temps en temps, il y a un Sankara, assassiné par les services secrets français, hein, nous sommes d'accord. Il y a quelquefois Laurent Désiré Kabila. De temps en temps, il y a Gbagbo. Putché par l'armée française sur ordre de Sarkozy, au-delà des résultats électoraux, qui est la seule tentative social-démocrate réelle en Afrique. De mon point de vue. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une sécu, il a essayé de monter un peu de services publics, etc. Avec ses limites, hein. Moi je me suis engueulé avec lui quand il a donné le port à Bolloré, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, ses ennuis ont commencé quand il a voulu développer son pays, quand il a voulu, parce que ça personne peut-être ne le sait, mais quand il a voulu ne pas envoyer avant les ordres du jour du Conseil des ministres à l'Élysée, et ne pas envoyer après les comptes rendus. Oui, parce que c'est ça le fonctionnement. Vous voulez dire que les chefs d'État, chapeautés par la France en Afrique francophone noire, envoient... Mais bien sûr. L'ordre du jour de leur conseil ministériel à l'Élysée. C'est pas à vous que je vais apprendre que dans la plupart des pays de cette Afrique dont on parle, il y a des tunnels entre la présidence et les ambassades de France. Ah, cette tunnel que Laurent Gbagbo a voulu murer. Il l'a muré, c'est par là que l'armée française est intervenue d'ailleurs, dans le palais. Mais il n'y a pas qu'à Abidjan qu'il y a ça. Plein de pays. Hein, vous savez... Voilà, c'est pour qu'ils puissent être évacués si jamais le peuple se réveille. Je ne citerai pas certains pays lorsque je vois les distances entre l'ambassade de France. Il y a un pays, au bord de mer, on a du mal à délocaliser l'ambassade de France, car il faudrait délocaliser la présidence aussi. Suivez mon regard, je ne vais pas citer de pays. Je ne veux pas des ennuis, même si je sais que j'en aurai. Donc voilà, malheureusement... Monsieur Finlay, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire que la France bloque ces anciennes colonies d'Afrique noire, bloque le développement de ces anciennes colonies d'Afrique noire francophone? Elle les maintient dans un état d'exploitation qui existe depuis longtemps, et elle maintient au pouvoir, de façon éhontée, les dictateurs en place à peu près partout. Mais en même temps, vous savez... En même temps, vous savez, regardez le Niger, ou regardez la Guinée. Laquelle? La Guinée... équatoriale? Non, l'autre. Conakry. Au Niger, les élections, les avant-dernières, ont été à peu près honnêtes. À peu près. Donc le président a été élu à peu près honnêtement. Et puis quoi après? Il a dégénéré, si je puis dire. Excusez-moi l'expression. Il a écouté une multinationale française. Exactement, il est rentré dans le moule. Donc, vous savez, il y a deux questions. Moi, j'ai été frappé... Un peu comme François Hollande. Voilà. C'était son ami, hein. Ils étaient en lien. Oui, un peu comme François Hollande qui a été, lui, un peu honnêtement, et qui ensuite a été l'ennemi de la finance, mais... Quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a très très longtemps, les étudiants africains en France, ils faisaient quoi? Du droit. Du droit. Essentiellement du droit. Pour faire quoi? Pas d'ingénieur. Pour faire quoi? Pour devenir ministre, député ou je sais pas quoi. Il y avait à l'époque, j'avais un ami, c'était le seul étudiant, il était tchadien, il était dans une école de télécommunications. D'ailleurs, je crois qu'il a fini ministre de la télécommunication de Lycée-Nabré, donc tout ça est très ancien. Mais alors aujourd'hui, ils peuvent faire de l'économie, parce que la mondialisation libérale fait que vous pouvez faire de la politique ou vous pouvez devenir banquier. Mais voilà, donc il y a aussi la question de la reproduction des élites, il y a aussi la question de la constitution d'unité nationale africaine avec des gens qui sont dans leur pays pour le développement de leur pays. Et malheureusement, c'est pas si courant que ça, parce qu'il y en a qui préfèrent vivre tranquillement. Vous savez, en RDC, pour revenir à la RDC, quand vous comparez le salaire d'un député avec le salaire moyen du pays, vous vous dites que, pour l'essentiel, le problème des députés, c'est de rester député. Quelle que soit leur étiquette, quel que soit le régime, quel que soit... Parce que,
Nous avons une super structure bourgeoisie compaorès, comme on dit à l'ancienne, qui est complice du système. Et renverser ça, ça veut dire être capable, pays par pays, de monter des mobilisations populaires. Nous, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au Gabon en ce moment, parce qu'au Gabon, il y a un mouvement populaire. Au Togo, il y a un mouvement populaire aujourd'hui qui peuvent essayer d'avancer. Alors au Gabon, plus qu'au Togo, parce qu'au Gabon, ils soutiennent un président qui a été légitimement élu, comme tout le monde le sait. Donc Monsieur Ping. Donc c'est plus facile au Gabon qu'au Togo. Mais il y a des mouvements. Et puis il y a des pays où malheureusement, comme le Congo-Brazzaville, où tout le monde a baissé les bras parce que... vous parlez de ce pays où le président est élu avec 98% des voix. Oui, 98% de votants. Et la France envoie une lettre de félicitations. Voilà, et quand vous vous promenez dans les rues de Brazzaville... France envoie une lettre de félicitations. Bien sûr. Et quand vous vous promenez dans les rues de Brazzaville, vous ne trouverez pas une seule personne qui a été votée. Donc c'est curieux. Dans les herbes votent pour le président Sassou. Voilà, donc on en est là, moi je le regrette, nous avec nos faibles moyens, nous essayons de contribuer à ce que ça change, mais comme on le fait, Monsieur Finel, comme on le fait ici, quoi. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Monsieur Finel, vous disiez il y a quelques minutes que c'était aux Africains de changer les choses dans leur pays. Ces mêmes Africains, lorsqu'ils se dressent contre le régime en place, les accords font que c'est la France. Oui. Michel Alliot-Marie, je la cite, proposait à quelqu'un en Tunisie de lui envoyer la police française pour l'aider. C'est la même France qui envoie l'armée aider l'armée pour mater la population. Nous avons demandé... Et personne ne parle jamais de crimes sur le terrain des autorités françaises. Personne. Nous avons demandé à l'Assemblée la publication des accords de défense secrets signés entre certains gouvernements africains et la France. Sur à quoi sert l'armée française, pour faire quoi, etc. Parce que là aussi, c'est un débat très intéressant. Parce que, spontanément, un militant progressiste africain, il dit l'armée française dehors. L'armée française dehors, si c'est pour la remplacer par des Américains, des Russes ou des Chinois, c'est quel intérêt? Aujourd'hui, l'armée française n'est pas dehors, mais elle est déjà remplacée par des Russes à certains endroits. Allez voir en République centrafricaine. Exactement. Donc, si l'armée française, ou si la France avait bien fait son travail dans ces pays-là, il n'y aurait pas une autre armée qui vient la remplacer. Oui, mais faire bien son travail, ça veut dire quoi? On vient sur le Mali. Il n'y a jamais de solution militaire. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Solution politique. Voilà, il y a des solutions politiques. Et pour des solutions politiques, il faut des hommes et des responsables politiques conscients, qui veulent développer leur pays et qui donc ont une pression populaire pour le faire. Et sinon, cela empiéterait sur les intérêts de la France. Les intérêts de la France seront mieux défendus si les peuples africains prennent leur destin en main. Parce que nous avons des solidarités communes, nous avons une langue commune, nous avons des intérêts communs. Une culture commune, j'ai même envie de dire. Absolument. Et donc, avec des peuples libérés, nous, c'est place au peuple, c'est le titre du blog de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que nous arriverions à bâtir un monde de demain progressiste, qui réglerait en partie la question de l'immigration. Parce que moi, les immigrés, c'est pas un plaisir, c'est pas par plaisir. Ah ben non, du tout. Ils viennent ici parce qu'ils voudraient manger, avoir une vie meilleure, etc. C'est ce que je dis dans ce livre. Bien sûr. C'est tous ceux qui disent qu'il faut les mettre dehors, mais il faut d'abord s'intéresser pourquoi ils viennent. Parce que c'est quand même ça l'essentiel. Puis après, vous savez, les dégâts de la guerre, quand je dis il n'y a jamais de solution militaire, nous sommes encore dans les dégâts de la guerre en Libye, de l'intervention. La guerre, non, à la fois. L'intervention, pas de la guerre. Oui, l'intervention. Ce ne fut pas une guerre. Absolument, vous avez raison. Monsieur Sarkozy a décidé d'assassiner monsieur... Absolument. Je le dis, si monsieur Sarkozy veut m'attaquer en justice, je suis prêt à y aller avec lui. Il a décidé d'assassiner Muammar Kadhafi en mentant à l'ONU. On est d'accord ou pas?
Absolument. Et monsieur Sarkozy n'a jamais été inquiété en France. La justice française ne regarde pas ça. Si, il est un peu inquiété sur le financement de sa campagne électorale par Kadhafi. L'assassinat de Kadhafi, on n'en parle pas. C'est sûr. Monsieur Sarkozy n'est pas un citoyen comme tous les autres responsables. Et ça a des plans. Pour la justice. Ça, il y a les dégâts collatéraux qu'on voit aujourd'hui. On les voit militairement au Niger, au Mali, etc. Parce que il a fait quoi à l'époque, hein? Il a acheté les Touaregs qui étaient pour Kadhafi en leur donnant des armes et en leur disant lâchez-le. Ce qu'ils ont fait. Alors, je suis toujours schématique, on est à la télé, hein, mais après c'est plus compliqué que ça. Mais ces gens-là, ils se sont répandus dans la zone. Hein. Et puis, cette zone, pour revenir sur le Mali, ce désert algéro-malien, etc., c'est quoi? C'est la plaque tournante de la drogue aujourd'hui. Tout le monde le sait. C'est là que ça vient en avion d'Amérique du Sud, et puis que ça repart sur l'Europe, avec le rôle extrêmement louche du roi du Maroc dans tout ça. Et donc, vous avez un pauvre dans le désert, on lui dit, voilà un 4x4, il est à toi si tu fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, hein. Donc il y a ça, il y a tout cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, parce que tout le monde a oublié, que faisait M. Kadhafi pour l'Europe? Il nous permettait de mettre la main devant nos yeux sur l'immigration, parce qu'il est bloqué comme esclave. Comme esclave en Libye. Et puis nous, ils ne venaient pas chez nous, puis c'est concerné. Même des célébrités ont été traitées comme esclaves. Mais bien sûr. Donc là, ça a sauté, et maintenant, voilà, on est dans la situation qu'on est, avec en plus le ridicule de l'Union européenne, parce que, quand même, pour 49 migrants sur un bateau, ça a pris 15 jours de discussion. Vous parlez de l'Aquarius. Le dernier. Non, le dernier bateau. Le tout dernier. 15 jours de discussion entre une dizaine de pays pour 49 personnes qui se sont réparties en 8. Non mais on est dans quel monde? L'Union européenne qui aide la France à soutenir des dictatures ou à installer des dictatures en Afrique. Mais après, quand des gens fuient cette dictature-là, il faut 15 jours pour régler le problème de 49 personnes. On est dans quel monde? C'est formidable ça. Alors, la dernière partie de cette émission, on va revenir sur la RDC. Nous savons que les autorités françaises ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour contester l'élection, entre guillemets, de Félix Tshisekedi, et que ce Conseil s'est rapidement réuni. Vers quoi s'achemine-t-on, M. Finel? Je ne suis pas devin, il y a deux solutions. Qui les deux font plaisir à M. Kabila, qui reste le maître du jeu. La première solution, c'est que la résolution de l'ONU considère que c'est pas démocratique, c'est pas le bon résultat. Donc le président en place est toujours M. Kabila, qui constate que l'ONU a fait ça, qu'elle a raison, et qui annule les élections, et qui les refait. Cela prendrait au moins 2 années. Oui, pendant ce temps-là, c'est lui qui est au pouvoir. Ouais. Parce que c'est lui qui est là. La deuxième solution, c'est que, comme d'habitude, l'ONU prouve sa profonde préoccupation. Voilà, et puis surtout que ça ne sert à rien, et que son pouvoir est nul, et que face à un vœu mi-chèvre, mi-chou, disant oui, c'est pas bien, mais enfin quand même, etc. Et puis voilà. C'est une avancée démocratique. Voilà, puis que ça passe comme avant, quoi. Voilà, je ne sais pas laquelle sera privilégiée. Les deux, à mon avis, les deux conviennent à M. Kabila, qui reste le maître du jeu dans cette affaire. Le Poutine noir, quoi. Non, parce que Poutine, il est indépendant. M. Kabila, c'est aussi une marionnette du Rwanda. Donc, on n'est pas dans la même situation. Moi, j'ai des désaccords avec M. Poutine, mais M. Poutine défend les intérêts de la Russie. Et il les défend plutôt bien. Plutôt bien. M. Kabila, il ne défend pas les intérêts de la RDC, il s'en fout. Il défend les siens, c'est pas tout à fait la même chose. Ne criez-vous pas un risque d'embrasement dans ce pays, l'embrasement total? En RDC? Parce que si aujourd'hui on disait que M. Tshisekedi, celui qui le peuple semble fonder beaucoup d'espoir, n'était pas le président de ce pays, on pourrait assister à un embrasement. Probablement, mais c'est probablement pour ça que ce sera la deuxième solution, c'est-à-dire que l'ONU constatera que, bah oui, c'est pas parfait, mais que c'est mieux. Et puis, voilà. Chers téléspectateurs, il faut dire qu'en une dizaine d'années, il y a eu au moins 12 millions de morts, de tués dans ce pays-là, parce que les intérêts des uns et des autres doivent être sauvegardés et les médias n'en parlent pas. Mais si j'ai un petit peu plus j'en parle, malheureusement, je n'ai pas des images à vous montrer. Oui, c'est en général des images dramatiques. Moi, je fais référence ce monsieur dont j'ai oublié le nom, qui a eu le prix Nobel de la paix,
qui fait ce qu'il peut par rapport aux femmes mutilées, violées, etc. dans cette zone. Mais voilà, c'est une zone de non-droit où toutes les bandes s'autoproclament, pillent tel ou tel matériel, ou telle ou telle richesse, et puis avec ça, ils se procurent des armes, et puis voilà. Non, la situation n'est pas rose, si je puis dire. Elle n'est pas du tout, mais voilà, c'est... Alors nous, avec nos petits moyens, on fait ce qu'on peut. On essaye autant que faire se peut de publier des choses, de soutenir les éléments progressistes en Afrique qui voudraient développer leur pays, ici ou là. C'est difficile. Monsieur Finel, étant donné que JMTV+ est repris dans plusieurs pays d'Afrique, au Gabon comme au Cameroun, nous serons très heureux de recevoir ici Jean-Luc Mélenchon, que j'avais rencontré et interviewé, vous le verrez sur mon site, dans le snack bar de Michel, à Paris. Je l'avais déjà interviewé là-bas ce jour-là. Jean-Luc Romero présentait son livre sur 30 ans de sida, et j'avais interviewé Jean-Luc Mélenchon. Il m'avait donné un contact que je ne retrouve pas. Donc je serais très heureux de le recevoir ici, qui vienne discuter avec nous. L'un de mes deux chroniqueurs politiques, soit Bernard Braga, soit Joël Didier Ngo, qui est empêché aujourd'hui, sera présent. Peut-être par mon canal, il communiquerait, je ne dis pas mieux, mais plus. Je lui transmettrai. Je serais très heureux. Mais si je puis dire comme ça, il me sous-traite toutes les questions africaines. Et il a des emplois du temps absolument déments. Si pour 300 millions d'Africains, il ne peut pas se déplacer, je ne comprendrai plus, monsieur Mélenchon. Si vous me dites que vous êtes vu par 300 millions d'Africains... Parce que les télévisions qui me reprennent, il n'y a pas de médias maîtrisés là-bas, je ne peux pas comptabiliser. J'entends bien. Donc, il y a 300 millions au minimum d'Africains francophones. Si pour eux, monsieur Mélenchon ne peut pas se déplacer, je ne comprendrai pas. Alors, je vais vous donner un conseil. Faut préparer des questions. Ne vous inquiétez pas. Et après, Préparer des questions, les soumettre. Ah non, mais les questions que vous voulez. Ah d'accord, tant mieux. Les questions que vous voulez. Je les soumets jamais. Non, mais les questions que vous voulez, que ce soit cadré, préparé, etc. Non, il n'y a pas de censure sur le type de questions à poser. Là-dessus, vous êtes entièrement libre. Je pourrais même lui demander quel type, quelle viande il mange à midi. Il en mange de moins en moins, vous avez vu. Nous sommes des défenseurs de la cause animale. Bon. Monsieur Finel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et sachez que vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Même s'il est minuit, vous m'appelez, je vous verrai les portes de JMTV+ pour vous. Inversement, moi je suis à votre disposition si vous voulez des prises de position sur tel ou tel sujet qui nous aurait échappé. C'est vrai que par exemple, je vous en citais un, il y a une situation absolument insupportable dans l'ancienne côte française de Somalie, avec des bases militaires, un dictateur qui a fait assassiner ses opposants, et en même temps une situation où avant il y avait une base française, maintenant tout le monde a une base. Tout le monde a une base, oui. Toutes les grandes nations viennent. Et c'est ça qui permet au pouvoir de se maintenir. Donc on est dans une situation. Mais je pense qu'on aura probablement, éventuellement aussi, à se revoir assez vite, parce que je pense que la situation au Gabon ne va pas durer éternellement. Et puis ailleurs, dès qu'elle évolue, je suis à vous comme lui, il était à la Sardinie. Peut-être, moi j'y crois pas beaucoup, mais peut-être que d'ici 2-3 jours, Laurent Gbagbo va être libéré. Moi j'ai malheureusement parié, entre guillemets, sur le fait qu'il ne serait acquitté qu'après les présidentielles en Côte d'Ivoire, et pas avant. Parce qu'il n'y a aucune charge, en fait, tout le monde le sait. Tout est vide. On a vu des articles de presse, Mediapart à l'époque, sur le fait que les juges de la CPI avaient été corrompus au moment de sa mise en examen. Surtout que la Fatou, Madame Fatou, son époux, a gagné un marché de 12 milliards sous M. Ouattara et était un grand ami de qui vous savez. Donc Fatou Bensouda, s'il est libéré, on pourra éventuellement après en reparler de la situation en Côte d'Ivoire. Enfin il y a plein de sujets. Il y a plein. Malheureusement, si je puis dire, nous sommes un porte-voix assez modeste. Vous ne le resterez pas longtemps.
Ben, j'espère. Hein, en venant sur JMTV+, vous ne resterez pas longtemps. Puis j'espère qu'on arrivera au pouvoir dans ce pays, au moins aux prochaines présidentielles. Donc après, on pourra parler sur d'autres bases. On vous le souhaite. Voilà. Merci beaucoup, M. Fillon. À bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, tant en France qu'au Gabon, qu'au Cameroun, qu'en Côte d'Ivoire, qu'en République démocratique du Congo, qu'en Afrique noire francophone, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À très bientôt. Bye bye.